spécialement les vaccins. Mais on avait déjà entamé cette réflexion. On avait poussé également en 2019 avec l'organisation d'un forum au Maroc autour du local manufacturing des vaccins, bien avant l'épisode du Covid malheureusement. Et maintenant, donc, je suis très honoré de faire partie de cette 8e journée pour pouvoir continuer la réflexion de manière un peu plus poussée, je dirais, accélérée par l'épisode pandémique que l'on connaît tous. Et donc, lors de cette présentation, comme il a été indiqué ce matin lors des différentes sessions, le Maroc a déjà fait d'énormes progrès, démarrage de projets autour de tout ce qui concerne le diagnostic, par exemple. D'énormes efforts ont été également rappelés autour de la recherche et du développement. Il a également été cité l'Institut Pasteur, basé à Casablanca, qui par le passé produisaient leur propre sérum thérapeutique. Donc le but, c'est d'essayer un peu de comprendre comment faire un next step au niveau industriel pour accélérer, mettre plus d'énergie dans cette capacité de production locale et marrante. Et donc pour cette présentation, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Nargis Hajjani, qui représente donc pour l'Europe Middle East Africa la partie New Modalities. Et on va essayer, lors de cette présentation, au travers de différents éléments, de voir quels seraient les principaux aspects, considérations pour accélérer au niveau industriel la production locale, notamment de vaccins. Donc, on a articulé cette présentation sur différents éléments. Donc, tout d'abord, peut-être un petit rappel autour de Merck, qui on est, surtout la partie Life Science, la partie à laquelle donc Nargis et moi-même appartenons. Ensuite, j'évoquerai rapidement ces fameux aspects à prendre en considération pour la partie production en local. Et je laisserai la main donc à ma collègue Nargis, qui ira un peu plus dans le détail concernant une vue un peu plus globale du marché des vaccins Covid et parlera également des différents procédés de production de vaccins qui pourraient pourquoi pas être applicables un jour proche au Maroc. Et comme il a été évoqué par notre professeur, je ferai une petite transition pour indiquer 2 cas d'études pour lesquels Merck est impliqué, que ce soit pour de la production de biologiques ou que ce soit pour de la production de vaccins dans la région, un avec l'INAFARM en Égypte, avec le Dr Chaillet, et un avec donc, le Dr Simon Agolé, avec un projet conjoint entre les US et l'UNIA. Donc rapidement, Merck, qui on est aujourd'hui. Donc Merck est une des sociétés pharmaceutiques les plus anciennes au monde, on a plus de 350 ans d'existence, et on existe pour des raisons légales sous 2 noms aujourd'hui. Donc pour, on va dire, les Amériques du Nord, on est considéré comme Unifor Sigma, et pour le reste du monde, on est connu sous le nom de Merck. Donc cette scission a été faite après la Seconde Guerre mondiale, puisque le nom de Merck, étant une entité allemande, ne pouvait être utilisé aux États-Unis. Il a donc été indiqué à ce moment-là de changer de nom. Et aux États-Unis, il existe à la fois sous le nom de Unifor Sigma et de IND Serum. Donc Merck, comme je vous disais, a une histoire assez large, assez riche, et s'est diversifié par différents types d'acquisitions au travers des dernières décennies, notamment en 2010. Donc Merck a acquis la société américaine de Millipore, qui était spécialisée dans tout ce qui est technologie de purification de molécules biologiques, que ce soit des anticorps monoclonaux, vaccins, etc., mais également dans la production à grande échelle. Et également, Merck a acquis en 2015 la société Sigma Aldrich pour former en fait 3 divisions aujourd'hui. Il y a donc la division Healthcare, donc la division médicaments, anciennement connue sous Serono, donc la production de médicaments Merck. Il y a la division Performance Materials qui rassemble essentiellement tout ce qui est cristaux liquides pour les smartphones, les téléviseurs, mais également certains pigments qu'on va retrouver dans différents types de produits. Et donc la partie Life Science qui nous concerne plus aujourd'hui, donc ma collègue Nargis et moi-même, va regrouper toutes les activités autour du
la recherche, du développement et de la production de molécules biologiques, non d'ailleurs, à visée thérapeutique. Donc tout ce panel que j'ai décrit tout à l'heure au travers de ces différentes acquisitions sont regroupés dans l'entité Life Science de Merck aujourd'hui. Donc on a différentes expériences au niveau des procédés thérapeutiques. Ça va aussi bien des anticorps monoclonaux, qui est vraiment le cœur de notre expertise depuis un certain nombre d'années, mais on a également une forte expertise autour des vaccins et des thérapies cellulaires et génétiques. Vous le verrez par la suite avec la présentation de Nargis, mais également tout ce qui concerne les thérapies autour du plasma, de la chimie, de la pharma, chimie pure, mais également des anticorps monoclonaux conjugués à des visées thérapeutiques un peu plus spécifiques. Et tout ça englobé dans un panel de recherche, de développement et d'expertise process. Alors, maintenant que vous nous connaissez un tout petit peu mieux, on va commencer à poser des bases de réflexion, comme je disais tout à l'heure, qui avaient déjà été admises il y a à peu près 2-3 ans lors des précédents forums, pour de la production locale, notamment de vaccins au Maroc. Alors, quelles sont-elles? Alors, comme vous le savez, par rapport à la production mondiale de vaccins, les principaux pôles de production se situent dans les hémisphères nord, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Russie, avec le vaccin Sputnik pour ne citer que lui, mais il y a également des grands centres de production en Asie, en Inde, en Chine, et la production globale est vraisemblablement déséquilibrée par rapport aux besoins et à la taille des populations qui nécessitent d'avoir cette vaccination. Le second élément à prendre en compte qui fera partie d'une des considérations qu'on verra tout à l'heure, c'est la capacité de remplissage. Donc fabriquer des vaccins, c'est très bien et c'est une chose qu'il faut faire et pousser en local, mais il faut également prendre en considération des limites en termes de remplissage qui sont aujourd'hui le goulot d'étranglement dans un procédé de production de vaccins à très grande échelle. Donc, pour preuve, si vous ne prenez que les exemples récents dus à la production du Covid, parmi les grands comptes type Moderna ou autres, ils s'associent déjà avec des sociétés spécialisées dans le remplissage ou qui ont un historique de production de molécules pharmaceutiques chimiques, de type molécule, mais qui ont cette capacité de remplissage. Donc c'est un élément clé dans la réflexion qu'il faudrait qu'on essaye d'avoir pour la production locale. Je pense que cette slide illustre bien la situation actuelle pour notre continent, pour l'Afrique en général. Donc uniquement 1% de la production mondiale de vaccins est faite en Afrique, avec différents pôles aujourd'hui, comme ça a été évoqué tout à l'heure, par exemple l'Égypte, également la Tunisie, avec l'Institut Pasteur Tunis qui produit encore à très petite échelle le vaccin contre la rage, il y a l'Institut Pasteur du Sénégal qui produit le vaccin contre la fièvre jaune. Ça a été cité précédemment, l'Institut Pasteur du Maroc qui produisait des sérums thérapeutiques. Donc l'écosystème, je dirais, est présent, il suffirait, entre guillemets, de le réactiver, de l'upgrader un petit peu plus pour pouvoir passer ce palier pour augmenter la production locale. Alors, les différents éléments d'un point de vue manufacturier, d'un point de vue industriel, qui permettraient d'accélérer cette production locale, sont les suivants. Tout d'abord, la capacité de remplissage. On l'a évoqué tout à l'heure, mais pas n'importe quel type de remplissage, le remplissage aseptique ou stérile. Un vaccin, c'est un produit injectable, donc il est nécessaire de le remplir de manière stérile. On a la chance au Maroc d'avoir un tissu industriel pharmaceutique assez important, un des plus grands d'Afrique du Nord, voire d'Afrique, qui a déjà cette capacité de remplissage, stérile ou non stérile. Il faudrait peut-être upgrader ou réadapter pour du remplissage de vaccins sous forme de seringue ou de fiole. Donc l'idée ici serait peut-être de commencer à faire un état des lieux, si ce n'est pas déjà fait, des capacités actuelles de remplissage qu'on a pour pouvoir accueillir, comme il a été évoqué précédemment, du remplissage de bulk, de produits finis ou semi-finis, de vaccins au sein du Maroc. L'autre élément important à prendre en compte, c'est le savoir-faire. Il ne s'agit pas uniquement
de faire du remplissage, mais d'essayer d'utiliser également le tissu local académique, voire industriel. L'exemple de l'INSEE Santé Animale et de Biopharma concernant la production de vaccins animaux a été évoqué tout à l'heure. Il y a déjà une expertise, un know-how local au Maroc, très riche, qui peut être utilisé pour, pourquoi pas, avoir une propre capacité de recherche et développement, de production des propres vaccins marocains, pourquoi pas, dans le futur. Donc, il s'agit également aussi de réfléchir à comment capitaliser l'expertise existante aujourd'hui au Maroc et pouvoir l'amener à un niveau un peu plus haut aujourd'hui pour pouvoir envisager du développement de vaccins locaux. Alors la partie ressources humaines est pour moi une des parties les plus importantes dans ce schéma, car même si une unité de production de vaccins vient avoir le jour au Maroc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a suffisamment de personnes sur place formées pour faire tourner ces usines? Donc la question mérite d'être posée. Est-ce que nos structures académiques au Maroc permettent d'offrir des formations allant vers ce genre de profil qui permettent de faire tourner une usine de production de vaccins? Donc il s'agit également aussi peut-être d'avoir cette réflexion au niveau académique pour pouvoir adapter les profils à un besoin à court terme futur au Maroc pour pouvoir libérer, je dirais, des capacités en termes de profils spécifiques pour faire tourner ces fameuses usines de production de vaccins biologiques. Alors la partie investissement est très importante également. Produire un vaccin, produire une molécule biologique, depuis, je dirais, l'étape initiale de production jusqu'au remplissage nécessite des fonds importants et on est sur des durées de temps qui sont un peu plus longues que ce qu'on a l'habitude de connaître pour de la pharma classique. Donc, cette capacité d'investissement doit également être présente, il faut également tenir. Le partenariat est clé, ça a été cité ce matin, partenariat public-privé, partenariat entre l'académique et l'industriel est quelque chose de clé pour pouvoir mettre cette production locale en avant, mais également le partenariat avec des sociétés extérieures qui amènent de l'expertise qui n'existe pas aujourd'hui au Maroc sur de la production à grande échelle de produits biologiques, notamment de vaccins. Donc il faut vraiment essayer de trouver ce lien entre la partie académique, le tissu industriel local existant et des partenaires extérieurs qui pourraient apporter une valeur ajoutée, si c'est nécessaire, dans le cadre de cette augmentation et cette création de capacités en local. Et le dernier, pour le citer, il y en a sûrement d'autres, c'est la partie réglementaire. Est-ce qu'aujourd'hui, le cadre réglementaire existant au Maroc permet la production de molécules biologiques type vaccin de manière complètement concrète? La question également mérite d'être posée. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits récemment au Maroc concernant l'introduction de biosimilaires. Est-ce que la réflexion autour des vaccins doit être posée de la même manière? Est-ce qu'il y a des raccourcis qui pourraient, pourquoi pas, être mis en place, notamment pour la partie essai clinique? Donc la partie réglementaire est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger pour, pourquoi pas, faire en sorte que le Maroc puisse exporter des vaccins qui sont produits localement vers les pays limitrophes, ou pourquoi pas vers l'Europe ou les États-Unis, voire l'Asie. Alors, si on essaie de dessiner un peu le chemin avec les principaux jalons pour permettre une success story de production locale de vaccins, il y a différentes étapes, je dirais, à suivre. La première étape est l'étude de faisabilité. C'est primordial pour voir si, économiquement parlant, au-delà de l'aspect, je dirais, sanitaire, qui lui n'est pas discutable, il n'y a pas de question à se poser au niveau sécurité sanitaire et indépendance médicamenteuse du Maroc, mais la faisabilité technique, la faisabilité financière, pouvoir donner de la visibilité aux investisseurs et de la visibilité aux industriels afin de sélectionner les bons candidats vaccins. Il ne s'agit pas de se lancer sur toute la production de vaccins ou uniquement le Covid, il y a peut-être autre chose également à intégrer dans le cadre de cette faisabilité, mais de pouvoir ici dresser les principales conditions en termes de faisabilité de production locale. Le deuxième jalon, pour revenir à un élément
de goulot d'étranglement qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la capacité de remplissage. Donc c'est le premier élément à prendre en compte dans une production locale de biologie. On travaille, je dirais, un peu en mode inverse. Donc on commence par la fin, capacité de remplissage, puis on remonte les étapes de production avec donc, des partenaires techniques et également des partenaires locaux au Maroc pour pouvoir avoir toute la chaîne de production de A à Z prête au Maroc. Mais cette capacité de remplissage doit vraiment être étudiée pour pouvoir permettre l'intégration des étapes en amont de manière sereine. Ensuite, donc, il y a la partie intégration qu'on appelle full PPI, donc l'intégration du principe actif, de la production du principe actif, depuis sa source jusqu'au remplissage. Et ça passe par des formations spécifiques, ça passe par des étapes de technologie, de transfert technologique avec des partenaires extérieurs qui doivent être pris en considération. L'avant-dernier élément, l'avant-dernière étape, c'est naturellement de construire l'équipement, construire le bâtiment, de mettre à jour des bâtiments existants de production. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a la chance au Maroc d'avoir un tissu industriel très bien développé. Donc, faut-il réaménager cette unité de production? Faut-il créer de nouvelles unités de production? Donc, c'est un élément à prendre en compte. Et enfin, le dernier élément, c'est donc la partie production, avec tous les éléments de qualité qu'il faudra mettre autour pour avoir un produit qui répond au cahier des charges et un produit qui répond aux exigences sanitaires. Donc voici à peu près les 5 étapes principales qu'on pourrait dresser pour essayer de se faire une feuille de route en partant de la faisabilité à la production globale de vaccins. Alors, ici, on a 2 exemples de production locale basée sur un vaccin type adénovirus, qui s'appelle par exemple le vaccin type Sputnik ou AstraZeneca, comme vous les connaissez. Si on met une échelle de temps, la partie remplissage, en partant, je dirais, d'un projet greenfield, c'est-à-dire d'un terrain nu, il faudrait compter à peu près 18 à 24 mois pour avoir une unité neuve de remplissage de vaccins Covid, par exemple. Cette fenêtre peut être réduite de manière importante si on utilise déjà des capacités existantes de remplissage qu'il faudrait peut-être juste adapter. C'est pour donner un peu des échelles de temps. Si on focus uniquement sur le remplissage en partant d'un projet complètement de zéro, il faudrait à peu près 18 à 24 mois pour avoir une unité de remplissage prête à remplir du vaccin. En parallèle, on peut également imaginer les étapes qu'on a vues tout à l'heure pour avoir pas uniquement la partie remplissage, mais également toute la chaîne de production. À ce moment-là, on est sur des échelles de temps un peu plus longues. On parle de 36 à 72 mois en fonction des volumes, en fonction des doses à produire, pour ce qu'on appelle du full process. Pourquoi pas faire les 2 étapes en parallèle, c'est-à-dire mettre à jour une unité de remplissage, créer une nouvelle unité de remplissage de vaccin, et en parallèle, construire cette capacité de production en y intégrant les différents éléments qu'on a vus tout à l'heure, que ce soit les éléments de recherche et développement, que ce soit les éléments de ressources humaines, etc. Mais ça permet d'avoir un peu ici une vue globale en termes de coût. Alors, le dernier élément technique qu'on va évoquer, c'est l'apparition, notamment dans le cadre de la production de vaccins dus à des épisodes pandémiques, l'apparition dans le domaine industriel de ce qu'on appelle l'usage unique. Donc, c'est des process de production dits jetables qui viennent remplacer des process plus traditionnels, historiques, avec des éléments complètement en dur, complètement en inox. Et pourquoi je l'évoque aujourd'hui? Parce que si vous prenez tous les vaccins Covid aujourd'hui, ont entre 90 à 70% de leur process dit jetable. Pour 2 raisons principales. La première des raisons, c'est que ça permet de s'adapter à différents variants. Si vous prenez un vaccin Covid, de manière assez rapide, en s'affranchissant des étapes importantes dans le domaine pharmaceutique qui sont des étapes de validation de procédés. Quand on produit une molécule biologique sur une unité de production spécifique, il y a tout un panel de validation qui accompagne ce processus de production. Et si vous voulez produire une autre molécule, un autre vaccin par exemple ou un autre variant, il faudrait revalider complètement son processus.
La partie usage unique permet de s'affranchir en partie de cette validation, donc de réduire le temps de mise en place d'un outil de production et donc d'augmenter la productivité. Le deuxième élément, c'est, au-delà de la flexibilité que je viens d'évoquer, c'est la partie coût et la partie mise en place. Mettre une usine qui contient des éléments usage unique permet d'être fait en un temps assez record, je dirais, comparativement à une usine complètement dure en inox, et également d'avoir des efforts d'investissement en termes de CAPEX qui sont beaucoup moins. Donc, c'est des éléments, pourquoi pas, à prendre en compte dans le choix technologique du remplissage ou d'unité de production globale. L'élément usage unique est quelque chose qu'il faut envisager.